Bonjour Frédéric Bardot, je m'installe pour vous rejoindre. Donc je le disais, vous êtes le fondateur, président de Simplon, qui est un réseau d'écoles et de formation plus largement, dédié aux métiers du numérique et surtout dédié aux personnes qui s'en sentent si éloignées. C'est une entreprise solidaire, vous êtes un entrepreneur social, c'est comme ça que vous vous définissez. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur la mission que vous vous êtes fixée avec Simplon ? Déjà, on n'est pas tout seul, on est un mouvement, on appelle ça les bootcamps à la française. Donc on a été créé à peu près en même temps que l'école 42, que le wagon. Donc il y a eu un mouvement. L'innovation, elle arrive souvent par grappe. D'écoles gratuites qui... Alors le wagon, c'est pas gratuit. Non, je parlais de 42. Oui, nous. Donc voilà, on est un mouvement et on s'est inspiré d'un format américain, des bootcamps, pour pouvoir démocratiser les compétences numériques et faire en sorte que les gens qui soient éloignés de l'emploi bénéficient de toutes les opportunités. Parce que vous savez que c'est un secteur qui recrute beaucoup, énormément, sur plein de métiers. Et donc, mais il faut avoir des compétences précises, techniques. Oui, et puis les professionnels du numérique sont plutôt des hommes, blancs, bac+5, donc ça manque un peu de diversité, donc on s'est dit qu'on allait jouer sur ces deux tableaux-là. Bon, alors moi je voulais revenir sur votre rencontre avec Internet, parce que j'ai lu que, d'abord vous avez été captivé quand même par cette découverte, ce magnifique réseau social, et puis captivé aussi par sa puissance, la puissance des outils. Et vous vous êtes fait la réflexion de finalement cet outil de pouvoir, il va falloir s'assurer qu'elle soit entre les mains de tous. Ouais, c'est ça, c'était une vision un peu manichéenne, un peu à la Star Wars. Je me suis dit que c'était une force et qu'il y aurait forcément des Jedi et puis l'Empire du Mal aussi. Qu'on pouvait faire de l'espionnage, de la coercition, beaucoup de business avec ça, et beaucoup de choses dark un peu, mais qu'on pouvait aussi s'en servir pour retrouver du pouvoir d'agir. Donc c'est ce que font les ONG, les activistes, et c'est ce qu'on fait maintenant avec Simplon. Alors j'en parlais avec votre nouvelle directrice générale, Véronique Sobo, qui est venue en plateau dans Smartech. Je lui disais, alors comme ça, à la rentrée, on demande aux enfants, parce qu'il y a une version kids de Simplon, qui de l'humain ou de l'ordinateur est le plus intelligent. C'est vrai que vous leur posez toujours cette question ? Oui, et c'est vrai que systématiquement, ils se disent, parce qu'ils entendent que les champions d'échecs, les champions de Go se font battre par des IA, donc effectivement, ils présupposent que l'ordinateur est plus intelligent que l'humain. Donc nous, on part de ça pour leur dire que les ordinateurs sont codés par des humains, conçus par des humains, et qu'il y a énormément de choses qu'ils ne savent pas faire et qui sont quand même assez bêtes, même si on les croit intelligents. Et pareil, on leur demande toujours si c'est plus facile les ordinateurs pour les garçons et pour les filles, et ils répondent systématiquement que c'est plus facile pour les garçons. Donc c'est de là qu'on part. Ouais, donc là on part de loin, j'ai envie de dire. Ouais, mais il faut partir des stéréotypes des gens, comme ça au moins on rentre tout de suite dans le dur. Alors, donc vous voyez le numérique comme ce levier d'émancipation personnelle, aussi d'innovation sociale. Quels sont les outils justement à votre portée pour en faire de l'innovation sociale ? Nous, la matière première, c'est la compétence. C'est-à-dire, c'est pas la connaissance. Dans le numérique, il n'y a pas de théorie. Les experts du numérique, il faut se méfier quand vous tombez sur des gens qui se disent experts du numérique parce que ça bouge beaucoup. Et donc, en fait, c'est des compétences qui évoluent beaucoup. Ouais. Et quand vous êtes armé avec des compétences, en fait, vous avez un pouvoir d'agir et une employabilité qui est vraiment démultipliée. Donc, quelqu'un qui n'a absolument aucun diplôme mais qui serait développeur Solidity, qui est le langage de la blockchain, en ce moment, sur le marché du travail, il aurait une valeur ajoutée très très forte. Et je pense qu'on ne lui demanderait même pas quel est son type de diplôme s'il sait faire des smart contracts et du Web3. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est ce pouvoir d'agir, cet empowerment qui est donné par les compétences numériques. Et alors, quand en introduction, je parlais pour l'inclusion, la partie inclusive des gens qui sont éloignés de l'emploi ou qui se sentent un peu les oubliés de la révolution numérique. Il y a aussi les réfugiés. Vous allez accueillir des réfugiés ukrainiens ? Oui, complètement. On a un gros programme réfugiés depuis la crise syrienne en 2015. 19% des 6000 personnes qu'on forme par an à Simplon sont des personnes réfugiées ou migrantes. Parce qu'il y a aussi des réfugiés économiques. On parle beaucoup des réfugiés politiques, mais il y a aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc ça, c'est une grosse partie. Et on lutte contre l'illettrisme numérique aussi, puisque maintenant, tout est dématérialisé. Ouais. Tout passe par Internet. Et si vous n'avez pas les compétences, vous êtes sacrément isolé. Et c'est un peu une triple peine, quoi. D'où l'intérêt d'être un peu partout en France. Oui, en fait, on a un gros maillage. Cette transformation numérique, vous dites aussi, c'est quelque chose de très concret, Internet, le numérique finalement. Ça se passe dans des lieux physiques, en local, en les proximité. Les mains dedans, avec des vrais formateurs. Voilà, nous, on ne croit pas trop au e-learning. On pense que vraiment, les gens, on n'apprend jamais seul. Face à son écran, on apprend en face-à-face pédagogique. Et même notre formation sur le métavers, elle ne va pas se dérouler dans le métavers. Elle va être avec du concret, des gens en face et voilà, du présentiel. Alors, vous êtes intéressé aussi, captivé par Internet, puis à un moment, captivé par les Anonymous. Parce que finalement, vous vous dites, on pourrait peut-être créer un lien
entre les Anonymous, qui sont donc des activistes sur Internet, et puis le milieu des ONG, qui travaille aussi un peu, ou qui fait de l'activisme finalement dans des pays où c'est compliqué. Ça n'a pas forcément bien fonctionné, ce lien que vous avez essayé de tisser entre les deux. Oui, là encore peut-être péché de naïveté, mais je me suis dit Greenpeace, des mouvements comme ça un peu activistes qui utilisent beaucoup le numérique pour faire du plaidoyer, et Anonymous, ils ont forcément des choses à se dire. Et effectivement, c'était peut-être un peu tôt parce que... Vous pensez que ça a changé, qu'aujourd'hui ce oui, serait... Greenpeace et Anonymous ont fait des opérations communes. Je ne dis pas qu'il y a une coordination, mais contre BP, contre Shell, ça a pu arriver. Et puis après, on sait que les Anonymous sont beaucoup intervenus dans le mouvement Occupy, pendant les printemps arabes, et là encore en Ukraine. Donc effectivement, il y a des rapprochements, rien d'officiel, parce qu'effectivement, c'est difficile. Déjà, Anonymous, c'est une mouvance, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... puis ils n'ont pas pignon sur rue, on ne peut pas aller contacter un porte-parole ou faire un partenariat avec eux. Et puis les ONG, elles ont aussi besoin d'afficher qu'elles sont dans la légalité, même s'il y a de la désobéissance civile. Et donc c'est vrai que la collaboration était différente, mais je pense qu'il y a eu une influence réciproque. Alors, donc vous êtes à l'origine, je crois, d'un des premiers ouvrages français sur les Anonymous. Peuvent-ils changer le monde, aux éditions FIP, paru en 2011, que vous avez coécrit avec Nicolas Darret. L'idée, c'était de démystifier, c'est ça Oui, complètement. Moi, j'étais passionné. Ces visages masqués, on ne sait pas finalement qui y a derrière, ce qu'ils font. Mais est-ce qu'on peut véritablement démystifier, puisqu'on ne peut pas les identifier? Oui, mais complètement. Et puis en plus, derrière le masque, il peut y avoir vraiment tout type de gens. Le FBI avait essayé de faire un portrait robot des Anonymous, et c'était plutôt un homme de 20 à 60 ans. Donc en fait, c'était pas un portrait robot. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de geeks. Ça on le sait. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais entre la mouvance Anonymous en France, en Turquie ou même en Chine, c'est très différent. En revanche, on sait qu'ils sont unis par une chose qui est le fait que la liberté sur le réseau doit être complètement totale. Donc sans censure, sans espionnage, sans puissance des multinationales. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est des valeurs que vous partagez? Oui, complètement. Et que vous partagez aussi au sein de Simplon? Oui, complètement. Ça fait partie aussi des valeurs que vous transmettez? Oui, complètement. On a une culture très composite, peut-être on va y revenir, mais c'est vrai qu'on peut travailler et avec Microsoft et Meta, et en même temps défendre l'open source. Alors voilà, parce que... Évidemment, je vous y amène. Là, il y a beaucoup d'annonces de Simplon pour la rentrée 2022, qui sont des annonces assez impressionnantes, parce que vous êtes allié avec des géants du numérique, donc ce qui apporte un poids aussi dans l'écosystème et dans vos actions. Mais vous allez m'expliquer, alors on va peut-être déjà parler des annonces, et puis ensuite vous m'expliquerez comment vous réalisez cette pirouette entre les valeurs et les Jedi que vous formez à Simplon, c'est vous qui avez employé le terme, et ces liens avec ces puissances du numérique qui aujourd'hui détiennent le pouvoir. Alors, il y a déjà cette académie du métavers qui est lancée avec Facebook. Oui, avec Meta, donc c'est vraiment... Meta maintenant, pardon. Oui, c'est ça. Donc ils n'ont pas changé de nom par hasard, ils ont vraiment une vision sur ce que peut être l'Internet du futur, et pour eux, effectivement, il va se passer dans le métavers. Et donc ce métavers-là, on ne pourra pas le construire sans compétences. Et donc ils se sont dit, au-delà des investissements financiers qu'on peut faire, des recrutements qu'on peut faire, il faut qu'on alimente l'écosystème en compétences. Et qui est allé chercher qui alors dans cette histoire? C'est vraiment Laurent Soli, le patron de Meta France et Europe du Sud, qui dans le cadre des annonces a dit, mais nous, il faut qu'on fasse aussi des choses sur les compétences, la diversité, l'inclusion, qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui est là aussi assez masculin, clairement, les technologies immersives. Et donc ils se sont dit, on va aller voir Simplon, ils savent faire, ils savent gérer des grosses machines numériques aussi américaines. Et donc et là, c'est très concret, il va y avoir 2 formations. Ouais, c'est 2 métiers différents et 5 formations. Voilà. D'accord. À Paris, Lyon, Marseille, Nice, ça démarre. Donc un métier de développeur en réalité immersive. Voilà. Et puis technicien, ceux qui s'occupent des casques, qui s'occupent de faire en sorte que tout se passe bien et que personne ne vomit. Et ils ne travailleront pas donc que sur des casques produits par Meta. Voilà, c'est là où je commence un peu à répondre à votre question. C'est que le partenariat avec Meta, il est intéressant parce qu'il y a du financement, il y a une force de frappe, il y a de la médiatisation, il y a un réseau incroyable. Mais Meta n'a pas du tout intérêt à ce que nous, on se concentre uniquement sur ces technologies. Ils sont vraiment dans une logique de mettre des... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à cela? Parce que déjà, ça leur serait reproché. Et puis en plus, ils ont intérêt à ce que le marché grandisse. Puisque si eux, ils ont une part de marché dans ce marché, pour le coup, ça leur bénéficiera. Puis après, par ailleurs, ils ont leur propre stratégie en termes de business. Ils vendent des casques, ils vendent Horizon, etc. Mais là, c'est vraiment une autre approche, quoi. Donc agnostique, on l'avait dit d'ailleurs avec Véronique Sobo sur les techno-méta, mais j'avais, maintenant que je vous ai vous sous la main, j'avais noté quand même un partenariat avec Apple qui lui est 100%
produit Apple, puisqu'il s'agit de créer, enfin de former en fait, à développer des applications sous iOS. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le seul partenariat où effectivement on a dérogé à la règle qui consiste à rester agnostique, parce que l'univers Apple est très très particulier, il est très spécifique, hein. Ouais. D'aucuns le disent fermé ou pas très ouvert effectivement avec les autres systèmes, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, hein. On a tous des iPhones et on communique très bien avec tous les types d'applis, mais c'est vrai que leur univers, leur langage, leur framework, leur App Store est tellement particulier et il y a tellement de jobs qui sont liés à ça, hein. C'est plus de 250 000 emplois, dont 60 000 emplois de développeurs. Donc là, nous, on y voit un intérêt vraiment stratégique pour nos apprenants. S'ils apprennent les technologies Apple, ils ont une employabilité sur le marché qui est sans pareil. Un marché mondial gigantesque. Et là où c'est cohérent, c'est que Apple finance la totalité des formations qu'on organise avec eux. Là où d'autres acteurs pourraient se dire on finance une partie, mais on demande à Pôle emploi, à l'État de financer le reste, Apple est cohérent jusqu'au bout, il finance tout. Et donc, pour le coup, c'est normal qu'ils aient une exigence sur les technologies qui sont employées. Derrière, il n'y a pas d'engagement à recruter Non, malheureusement, non. Ni chez Meta, ni chez Apple. Ça viendra peut-être, hein, mais ce n'est pas l'idée. Non. Il y a aussi un lien assez durable avec Microsoft. Ah oui, complètement. C'est un partenaire historique presque. C'est vraiment notre plus gros partenaire. Ouais. Donc on fait des écoles sur l'IA, sur le cloud, et là on vient de lancer des écoles sur la cyber. Et là c'est vraiment cybersécurité. Ouais. Et là c'est vraiment incroyable parce qu'on démontre que massivement il y a un besoin qui existe entre les ingénieurs et les autodidactes sur des niveaux bac+2, bac+3. Souvent on se dit les geeks c'est des bac+5. Quand on parle de data, on parle de data scientist. Donc c'est des PhD, des bac+5, des docteurs. Non, il y a des besoins de techniciens, d'artisans du numérique. Et ça, on le démontre avec Microsoft à l'échelle. On a mis plus de 1000 personnes sur le marché sur l'IA. Et je vois, donc l'école cyber Microsoft by Simplon formera 100 demandeurs d'emploi dès cette année, dès 2022. Oui, sur les métiers d'opérateurs de sécurité sur le cloud. Hein. On est tous sur le cloud, toutes nos données sont sur le cloud et donc il faut sécuriser tout ça. Et ça, c'est un métier particulier. Ouais. Et donc, comment vous réalisez cette pirouette? Comment vous êtes confortable avec ça en finalement confiant vos élèves, vos jeunes recrues oubliés du numérique qui doivent trouver des armes pour se bagarrer dans ce milieu qui est effectivement tenu par très peu d'entreprises aujourd'hui. On parle beaucoup des enjeux de souveraineté numérique aujourd'hui en France. Quels sont les échanges que vous avez à ce sujet, même avec le gouvernement ? Nous, on aime le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que pour nos apprenants, ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent des jobs. Et la manière de trouver des jobs sans les enfermer dans un système, c'est de leur donner des diplômes qui sont agnostiques, qui sont reconnus par l'État. Et ça, c'est le cas de tous les gens qui passent à Simplon. En revanche, si vous voulez booster leur employabilité, si en plus de ce diplôme-là, ils ont un diplôme et une certification Microsoft ou Meta ou Apple, en fait, ils sont doublement employables. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le meilleur des deux mondes. Et comme les partenaires qu'on a ne nous imposent pas leur technologie, à part Apple, mais là c'est vraiment un choix délibéré de notre part, en fait on gagne sur tous les tableaux. Et en plus ils nous financent, et c'est des montants que je ne peux pas révéler, mais qui sont très très importants. Donc ça nous permet de booster nos apprenants, et eux ils sont vraiment ravis. Et après avec ces technologies-là, ils font ce qu'ils veulent. Vu comme ça, évidemment, on ne peut que vous féliciter. Comment vous arrivez à les convaincre ? Franchement, c'est pas très compliqué parce que tous ces géants, on utilise leurs services tous les jours. Vous avez une Apple Watch, on fait des Teams, on a des Gmail, etc. En fait, tous, ils sont quand même conscients qu'ils ont une empreinte très très forte et qu'il y a le syndrome de Spider-Man. Un grand pouvoir, c'est des grandes responsabilités. Donc tous, ils ont des programmes philanthropiques, ils ont des programmes d'employabilité et de compétences. Et tous, même en termes de business, ils ont intérêt à ce qu'il y ait plein de gens compétents sur le marché parce que sinon, le marché est freiné. La transformation numérique, s'il n'y a pas de développeurs et de développeuses, en fait, ça ne marche pas. Donc, en fait, c'est un intérêt bien compris pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment un truc gagnant-gagnant. Et sur la souveraineté, c'est vrai que, on utilise leurs outils tous les jours sans se poser des questions de souveraineté, mais il y a des moments où ça frotte un petit peu. Mais, après, les GAFAM, ils sont tous différents. Microsoft, ils vont fêter leurs 40 ans en France. Ça fait 40 ans qu'ils sont en France. Ils font partie de notre quotidien. Et quand vous envoyez un mail, vous vous dites pas, j'espère qu'ils vont prendre que des tuyaux français, mes emails. Donc, c'est vrai que cette question de la souveraineté, politiquement, déjà, je la comprends moins bien. Mais alors, technologiquement, je la comprends encore moins bien. On doit protéger les données des Français. C'est quand même en train de changer, ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un écosystème français qu'on doit faire grandir, qui est capable aujourd'hui de récupérer une partie du marché. On peut imaginer aussi d'autres alliances au niveau, évidemment, européen. Donc, ça quand même en train de bouger, cette question de où vont mes emails, où vont mes données. On se rend compte des enjeux.
Mais même sur les histoires de cloud souverain, il y a des alliances, Thales avec Google, il y a des alliances... Qui font débat. Ouais, elles font débat. Mais c'est vrai que tant qu'on garde la main, pour moi, souveraineté, ça veut dire autonomie et contrôle. Ouais. Donc tant qu'on est autonome et qu'on a du contrôle, après qu'on utilise des technos américaines, peut-être c'est mieux d'utiliser des technos américaines que des technos chinoises ou russes. Donc c'est vrai que la souveraineté, elle est... Vous avez essayé de travailler avec des géants français, européens? Oui, on travaille avec Orange, on travaille avec OVH, et on travaille très très bien avec eux, hein, et on les accompagne souvent à l'étranger. On est très présent en Afrique, et là c'est plutôt avec des Français, par exemple. Donc là, notre souveraineté s'exporte aussi pas mal. Vous m'avez dit que vous auriez des annonces à faire. Ah, on a un truc vraiment super. Donc ça, c'est une avant-première. Ça sort à 11h. On annonce un partenariat avec Binance, hein, donc, qui est le leader mondial des crypto-monnaies, des échanges de crypto. Et donc c'est la Binance Blockchain Week, là, au Palais des Congrès. Alors là, attention, grosse alliance, énorme alliance, j'allais dire, dans la blockchain. C'est vraiment le géant des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Alors là, on est en Asie. On est à moitié au Canada, à moitié en Chine. Hein. Ouais. Le fondateur est sino-canadien. Ils n'ont pas de rapport particulier avec l'État chinois ou avec la Chine. Hein. Pas plus que ça. C'est vraiment une entreprise qui s'est émancipée et qui est vraiment le leader effectivement des cryptos. Mais derrière les cryptos, ils ont envie de dire, il n'y a pas que les cryptos sur la blockchain. Il y a le Web3, il y a la NFT, on peut faire de la gouvernance, des votes, de la finance décentralisée. Eux, ils font des dons. Et aujourd'hui, ce sont des technos qui peuvent effrayer. Ouais, ou libérer, parce que c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu anarchiste hein, dans les cryptos et dans la blockchain. Ça, c'est vrai. Ouais, donc ça, on voilà, retrouve un peu votre veine d'activiste. C'est ça. Non, quand je dis effrayer, c'est effrayer techniquement, hein, pour les gens justement qui sont loin du numérique. Bah, c'est pour ça. Ouais, blockchain, Web3, tout ça, ça fait un peu. Ouais, c'est pour ça qu'on va sensibiliser, acculturer 10 000 personnes sur ces technologies-là. On a fait un premier workshop à Aulnay avec des gens qui n'avaient pas le bac de la mission locale. Ouais. Et ils se sont éclatés. Parce que pour eux, crypto-monnaie, enfin blockchain, ça voulait dire crypto-monnaie, et crypto-monnaie, ça voulait dire bitcoin. Ouais. Donc, quand on leur a dit déjà qu'il y avait des crypto-monnaies qui étaient indexées sur le dollar, quand Binance nous paye, ils nous payent en crypto-monnaie, mais pas en bitcoin. Ouais. Ils nous payent dans une crypto-monnaie qui est leur crypto-monnaie, qui est indexée au dollar. Donc déjà, voilà, quand on leur a dit que Binance donnait des dons à des réfugiés ukrainiens en crypto, bah c'est pareil, ils sont tombés de leur chaise. Donc il y a plein de cas d'usage comme ça qui sont hyper intéressants. On sait que la plupart des métavers sont sur la blockchain. Hein. Donc là, l'idée, ça va être de former aux nouveaux métiers du Web3, mais aussi de faire de l'acculturation. Complètement, voilà. Et là, ce sera grand public, il y aura des ateliers pour les enfants aussi, donc on aura des kids. Génial. Et là, on leur posera la question en plus. Là, ils vont vraiment prendre le pouvoir. Là, ce serait vraiment super, parce que c'est vrai que c'est très émancipateur comme technologie, la blockchain. On peut faire vraiment plein de choses. Bon, super, merci pour cette annonce en avant-première dans Smart Tech. Je voulais qu'on termine ensemble avec l'interview Express. Là, c'est beaucoup plus ouvert, personnel, mais vous répondez aussi vite que possible, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, quels sont vos rêves, d'abord, Moi, je voudrais qu'il y ait des simplons partout dans le monde. D'accord, c'est bien parti. Vos peurs? J'ai peur que le numérique soit un problème plus qu'une solution. Est-ce que vous avez une interrogation en particulier? L'impact écologique. Du numérique? Ouais. Une idée fixe? L'inclusion. L'inclusion. Comment vous imaginez le futur de Simplon, mais alors à horizon 5-10 ans? Moi, je voudrais qu'on grossisse notre impact sans grossir Simplon. On a déjà beaucoup grossi, on est 300, mais je pense qu'on peut faire plus de partenariats, qu'on peut former des gens pour qu'ils fassent du Simplon, mais sans forcément le faire nous-mêmes. C'est ce qu'on fait à l'international, donc ça, j'aimerais bien que ce soit comme une franchise. Ça va être un peu la mission de Véronique Sobo, votre nouvelle DG? Oui, et puis de serrer un petit peu les boulons, qu'on soit un petit peu plus rentable, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'impact, mais... Et quelle est la prochaine révolution, selon vous, d'Internet? Moi, je pense que c'est la low-tech. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un réseau qui soit résilient et qui soit plus économe et plus sobre. Ça, c'est un beau défi technologique. Mais il y a encore du boulot. Et vous voyez où dans 5 ans? Moi, je me vois toujours à Simplon. Peut-être je serai peut-être plutôt du côté de la Fondation Simplon, et peut-être plutôt du côté de l'Afrique. Ça, c'est vraiment mon cœur qui parle là. Mais je serai toujours à Simplon, c'est inépuisable. Merci beaucoup Frédéric Bardot, président, cofondateur de Simplon. Je précise aussi qu'il y a un événement le 12 octobre qui sera dédié au métavers responsable, justement. Et là, il n'y a pas de sponsor, pas sponsor, c'est vraiment sa fondation on va mettre tout le monde sur le grill. Qui est à l'œuvre. On se retrouve dans Smart Tech juste après la pause, on va parler game business.